Le journal de la Méditerranée, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. 3419, c'est le nombre de migrants qui ont perdu la vie depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. Un chiffre effrayant. Désormais, l'Europe sera en charge de la protection des côtes méditerranéennes. Un nouveau plan qui inquiète les associations humanitaires. C'était une interpellation très attendue en Italie. Massimo Carminati, le chef d'un vaste système mafieux, a été arrêté cette semaine. L'enquête éclabousse aujourd'hui des entrepreneurs et des dirigeants politiques. Alors qu'entend-on par système mafieux? La mafia est-elle toujours aussi présente en Italie? Existe-t-elle en France? Eh bien, ce sont les questions que nous poserons à notre invité. L'universitaire Jacques de Saint-Victor a publié une enquête sur la mafia. Je vous emmènerai également déambuler dans les rues de la Casbah d'Alger, un site unique dont une grande partie est en danger car dans un état de délabrement inquiétant. Une vaste campagne de rénovation a été lancée. Le travail est immense. Ce sera le grand angle de ce magazine. Mais auparavant, à moins de 15 jours de Noël, une question revient en boucle ces derniers jours. Faut-il bannir les crèches dans les espaces publics? Le tribunal administratif de Nantes a enjoint le Conseil général de la Vendée à démonter la crèche qu'il avait l'habitude d'installer chaque année. Depuis, la question se pose ailleurs, à Béziers notamment, où un élu communiste s'oppose au maire de la ville. Robert Ménard a lui décidé de conserver la crèche installée dans sa mairie contre l'avis des services de l'État. Valérie Luxet, Benoît de Tuny, reportage. Une étoile sur fond bleu, une dizaine de personnages, quelques branches d'olivier, voilà l'objet de la polémique. Une crèche dans le hall d'un bâtiment républicain, un sacrilège pour l'élu communiste bitérois Aimé Couquet qui a écrit au préfet. Normalement, il faut respecter la loi de notre pays, la loi de notre République, et le premier magistrat de la ville, normalement, doit respecter cette loi, puisque l'article 1er de la Constitution de octobre 1958 porte bien que la République française est laïque. Béziers n'est pas une exception. Mercredi, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au Conseil général de Vendée de démonter la crèche qu'il installait dans ses locaux à chaque Noël depuis 2010. Rappelant ce principe de neutralité, le préfet de l'Hérault a lui aussi demandé au maire de Béziers de reconsidérer la question. Mais pour Robert Ménard, la France a des racines chrétiennes. Il affirme donc que sa démarche est culturelle et non cultuelle. Les fêtes, comme le fait, mettons, la mairie de Paris à grands frais pour fêter la fin du Ramadan, et je suis allé fêter la fin du Ramadan, ça c'est culturel, et la crèche qui est là, elle est d'ordre culturel et religieuse. À qui vous pouvez faire croire ça? Enfin attendez, il y a évidemment un deux poids deux mesures, c'est juste absurde, grotesque. Traiter à égalité les religions, le problème n'est pas tant là que de n'en célébrer aucune dans l'espace public. En ce début de siècle marqué par un retour en force du religieux, les élus doivent tenir leur rôle de garant de la laïcité, selon le sociologue Michel Crespi. Les religions ont toujours eu tendance à envahir l'espace public. Elles n'ont jamais vraiment accepté la séparation entre l'Église et l'État et la neutralité de l'État. Et donc elles essaient de le réinvestir de temps en temps, de façon plus ou moins insidieuse ou de façon plus ou moins provocante. Tout ça est repoussé par les partisans de la neutralité, mais ça existe. Il y a des tentatives de ce sens, de toutes les religions d'ailleurs. Alors, sent-on chrétien ou sapin profane? Sacrée question que devrait trancher le tribunal administratif de Montpellier. L'opposant Aimé Couquet a l'intention de le saisir en référé. L'actualité dans le bassin méditerranéen cette semaine, c'est aussi la mort de Karim et Hamza. Ces deux jeunes originaires de Lunel, dans l'Hérault, étaient partis faire le djihad en Syrie. Ils ont été tués dans des combats. Leur radicalisation aurait été récente selon des proches. Ce n'est pas une première. En octobre déjà, 4 jeunes Lunélois avaient trouvé la mort dans des combats en Syrie. Lunel est, on l'imagine, sous le choc. Récit Jean-Michel Augier, Marie Perrin. Au regard du profil des deux jeunes tués près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, c'est l'incompréhension qui domine. Karim avait 28 ans, surnommé le Chinois, il avait longtemps tenu un snack près du lycée de la ville, il aimait faire la fête avant de se radicaliser. Hamza, le plus jeune, avait 19 ans, c'était le fils d'un ancien président de la mosquée de Lunel. Pour une ville de 27 000 habitants, voir 6 de ces jeunes se faire tuer au djihad est plutôt mal vécu. On a tous les journalistes de France et de Navarre qui débarquent, on est sous les feux de la rampe, on est montré du doigt, et ça la population le vit très mal et elle se mure dans le silence, et je le comprends très bien. Sur des murs de la ville, des graffitis rendent hommage aux victimes comme ce Rest in Peace, repose en paix sur un panneau de la gare.
Les représentants de la communauté musulmane sont inquiets. Ils mettent en garde contre la tendance à faire de ces djihadistes des héros. Les jeunes qui considèrent, et surtout sont mineurs, qui considèrent que ces gens décédés dans les champs de bataille sont des héros, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Donc revenez au texte religieux, vous allez voir que ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, les questions de fond de l'islam, notamment auprès des jeunes, se posent avec de plus en plus d'acuité. Je pense que nous devrons œuvrer vers cette vision. Comment, avant tout, travailler le cœur et pas uniquement laisser ces jeunes s'embrigader facilement, parce que je pense qu'il y a un vide spirituel. Et là, je pense que le discours religieux doit revoir sa façon de traiter les thèmes. Plus d'une centaine de jeunes de la région sont partis faire la guerre en Syrie, une quinzaine de Lunel, une vingtaine de Montpellier, et le bilan est lourd. 5 ou 6 Lunélois et 2 Montpelliérains y ont laissé leur vie. Les imams de ces deux villes devraient se rencontrer prochainement pour réfléchir à une situation qui affecte profondément la communauté musulmane. Oui, au-delà de l'Hérault, ce fléau touche l'Europe entière. Environ 3000 Européens seraient en Irak et en Syrie. En France, difficile d'avoir des chiffres. Officiellement, il serait 350 Français à avoir rejoint la guérilla en Syrie. D'autres sources évoquent le nombre de 750 individus. Alors tout faire pour que leurs enfants ne sombrent pas dans ces dérives extrémistes, c'est la volonté de nombreuses femmes résidant dans les cités. L'une de nos équipes s'est rendue à Marignane, près de Marseille, dans 2 cités voisines. Ici, des habitantes se sont réunies pour créer des associations de femmes avec une envie débordante de refuser la fatalité. Un vendredi après-midi, au Florida Park, une cité de Marignane. Autour de nous, des enfants. Ils nous parlent de drogue, de chômage, mais surtout de leur volonté de s'en sortir. Un peu plus loin, il y a les hommes, dehors, au café ou autour de la mosquée, la seule du coin. Mais pas de femmes, en tout cas pas à cet instant, pas à l'extérieur. Fatia a grandi ici. Elle nous accueille chez sa mère, avec ses amis. Pas d'autre choix. Au Florida, il n'y a pas de centre, pas de salle pour se retrouver, pas d'activité pour les enfants, pas de jardin non plus. On dirait qu'ils sont dans une jungle et ils se débrouillent comme ils peuvent. Et ils n'ont pas un centre vraiment pour se regrouper, parler, discuter entre garçons, quoi. Non, c'est chacun pour soi. Et ils se font beaucoup embrigadés et manipulés par les grands. Alors pour créer d'autres repères et du lien social, Fatia vient de former une association, la première dans cette cité oubliée, pour ne plus être figurante mais actrice dans sa cité. Tant qu'il y aura des mamans malheureuses dans les cités, on fera des enfants malheureux. C'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que nos enfants restent dans les caves, fument des chichas dans les caves. Leur lieu associatif, c'est des caves. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de diversité, ils n'ont pas de sport. Alors, c'est normal que ces enfants, aujourd'hui, soient frustrés de beaucoup de choses. Dans ces cités, comme il dit mon ami, ça se dit très bien, cité, fossé et haine. Pour nous, c'est cité, fossé et haine. Son ami, c'est Bouchta, celui qui a le sens de la formule. Il la suit dans son action de femme rebelle, comme elle aime dire. Ensemble, ils ont vu le maire qui leur a promis un jardin d'enfants avec des bancs pour les mamans. Un bon début. À une passerelle de là, en face du Florida Park, se trouve une autre cité, La Chaume, et son association qui existe depuis 1 an. On n'a pas trop l'occasion chaque moment de se retrouver parce que chacun a son quotidien. C'est un moment de rencontre, de partage. Et voilà, on passe de bons après-midi en tout cas. Très bientôt le fitness, ça va nous faire bouger un peu. À l'initiative de cette association, encore des femmes, Zahira et Swad. Elles en ont eu l'idée ici, sur ce muret, pour que l'on puisse croire en elles et en leurs enfants. C'est une victoire pour montrer qu'aussi que les femmes des cités, on est des femmes émancipées. On arrive, on a envie d'avancer. On veut montrer aux gens qu'on n'est pas cloîtrés derrière nos murs. On n'est pas cloîtrés du tout. Voilà, qu'on a envie d'avancer. On a cette motivation de vouloir travailler, d'aider les familles, d'aider les enfants, de les motiver. Depuis qu'elles ont une salle, à chaque jour son atelier, de l'aide au CV à l'art graphique après l'école. Dans cette cité, comme dans d'autres, le relais social est primordial.
Fatia, Zaina, Swad, Amel, Gemma ont créé leur rôle dans ces cités d'hommes. Elles prennent en main la transmission indispensable à l'éducation de leurs enfants qui seront un jour des hommes, peut-être toujours dans cette cité. Leur leitmotiv, l'envie, celle de changer les regards et les a priori. La Méditerranée est devenue cette année la route la plus mortelle du monde. 3419 migrants en quête d'une vie meilleure sont morts en tentant de la traverser. Annonce cette semaine de l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. Près de 80% des départs s'effectuent depuis les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie ou Malte. Et les autorités restent impuissantes face à l'afflux de ces réfugiés. Au 1er janvier, l'Europe va prendre le relais en lançant le plan Triton, mais avec des moyens plus limités, ce qui inquiète grandement les associations humanitaires. En Sicile, Marc Dana, Guillaume Le Goff. Scène habituelle d'un port du sud de la Sicile. Chaque semaine, 400 migrants en moyenne sont secourus en mer. Leurs premiers pas en Europe se font dans ce bâtiment des douanes, transformé en centre de premiers soins. Ils ont quitté le Mali, la Syrie ou l'Érythrée, parmi eux des enfants, des femmes enceintes. Les passeurs les ont abandonnés à une 50aine de kilomètres des côtes libyennes sur un grand canot pneumatique et sans essence. Aucun ne savait nager. On a fait de mourir parce qu'on était 110 dans le bateau. On a mis 110. On n'avait pas de boussole, on n'avait pas de GPS, on ne sait pas où on allait. On est venu en Europe parce que notre pays, il n'y a pas de solution, il y a des crises. Face à ce nouvel afflux, l'Italie a lancé il y a un an Mare Nostrum, vaste opération humanitaire sous commandement militaire. L'Europe s'apprête à prendre le relais. Ce bateau de la Guardia Civile espagnole patrouille déjà depuis un mois au large de la Sicile. C'est le début du plan Triton. Le 1er janvier prochain, l'opération italienne Mare Nostrum prend fin. Elle a mobilisé une trentaine de navires militaires et 2 sous-marins. À titre de comparaison, le plan européen Triton, lui, ne s'appuie que sur 7 navires, avec un budget 3 fois moins élevé. Moins de moyens, malgré cet avion maltais et l'engagement de 21 pays, pour une flotte qui ne devra patrouiller qu'à proximité des côtes italiennes. Nous sommes une agence de surveillance des frontières. Notre mandat est clairement défini. Nous sommes là pour aider les États européens à surveiller leurs côtes. Mais bien sûr, ici en Méditerranée, nous participerons aussi au secours. Des mots rassurants, mais sur Terre, les organisations humanitaires ne cachent pas leur inquiétude face à ce passage de relais. En un an, l'opération italienne Mare Nostrum a sauvé plus de 160 000 personnes, en allant les récupérer parfois tout près des côtes libyennes. Passer de Mare Nostrum à Triton, ça change la donne. Cela pourrait être beaucoup plus risqué pour ces personnes. En attendant, l'arrivée de l'hiver ne semble pas dissuader les migrants à tenter leur traversée pour l'Europe. En Italie, c'est une figure du milieu qui a été interpellée, un chef de la mafia. Massimo Carminati, aussi surnommé le dernier roi de Rome, dirigeait d'une main de fer la mafia capitale. Au cours des 2 dernières années, les enquêteurs ont dressé un dossier chargé, escroquerie, corruption, appel d'offres véreux. Une enquête qui pourrait impliquer plusieurs entrepreneurs et des dirigeants politiques de tous bords. Avant de revenir plus largement sur l'importance de ce système mafieux avec notre invité Jacques de Saint-Victor, je vous propose de revivre l'interpellation de Massimo Carminati. L'homme a été arrêté dans sa voiture lors d'une embuscade. Regardez. Vas-y lentement, ralentis. L'embuscade parfaite, filmée par les carabiniers italiens. Massimo Carminati dans sa petite voiture, pris par surprise. Une voiture de carabiniers le bloque dans l'autre sens. Coupe le contact, coupe le contact. Voici la chute de celui que l'on surnomme le dernier roi de Rome. On l'a coincé, on l'a coincé. Massimo Carminati, alias le pirate, borgne depuis un échange de coups de feu avec la police en 1981. Cet ancien militant d'extrême droite, devenu le chef de Mafia Capitale. L'Italie découvre avec stupéfaction l'existence de ce vaste réseau mafieux à Rome. 37 personnes déjà arrêtées cette semaine, dont Gianni Alemano, maire de la ville jusqu'en 2013. Corruption, escroquerie, appel d'offres véreux, voilà ce que révèlent 2 ans d'enquête de la police italienne
entièrement enregistrés. On comprend la collusion entre hommes d'affaires, politiciens et cette mafia capitale, et dirigée d'une main de fer par Massimo Carminati. Dans cet enregistrement, il s'adresse à l'un de ses bras droits. Il faut que tu leur dises aux politiques et aux hommes d'affaires que dans la rue, c'est nous qui commandons. Les carabiniers italiens ont déjà saisi l'équivalent de 200 millions d'euros au cours de leurs opérations. Alors on vient de le voir à l'instant, la police a mis au jour un vaste groupe mafieux en Italie qui éclabousse des dirigeants politiques. Alors pour en parler avec nous, notre invité Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur des universités, et vous avez publié d'ailleurs une enquête intitulée « Un pouvoir invisible » où vous vous penchez sur les rapports entre les mafias et la société démocratique du 19e au 20e siècle. Jacques de Saint-Victor, bonjour. Bonjour. Première question, on entend parler de mafia, de système mafieux, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. La mafia, c'est une véritable organisation criminelle, très structurée, enracinée dans un territoire depuis au moins plusieurs décennies, voire parfois plusieurs siècles, pour ce qui concerne la Sicile ou la Calabre, ou même la région de Naples. Là, en l'espèce, on a plutôt affaire à ce qu'on appelle un système mafieux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de criminels, comme le Massimo Carminati, qui ont mis en place un système de corruption institutionnelle, en nouant ce qu'on appelle des liens scélérats avec le pouvoir politique, le pouvoir économique, et grosso modo en mettant en place des systèmes de marché truqués et de la corruption. Donc on n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle une organisation mafieuse, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler un système de corruption, et donc on peut utiliser le terme de système mafieux. Système mafieux. Alors justement, l'arrestation de Massimo Carminati, à votre avis, peut-il mettre fin à ce semble procédé, ou celui-ci est tellement ancré en Italie, au fond, que ça ne changera pas grand-chose? Bon, c'est difficile de répondre sur ce cas précis. Ce qui est justement la distinction entre un système mafieux et une mafia, c'est qu'un système mafieux, si vous mettez sous les verrous ses principaux organisateurs, en l'espèce Carminati et ses complices, on peut imaginer que ce système s'effondre de lui-même. En revanche, une mafia, c'est un peu comme une organisation, comme une entreprise, si vous voulez. Si vous mettez sous les verrous ses principaux dirigeants, il est tout à fait possible que l'entreprise continue de fonctionner. Donc un système mafieux est souvent plus fragile qu'une mafia. Donc en l'espèce, on voit très bien que ce système, cette mafia capitale, c'est le terme qui a été donné par la police, mais d'un point de vue vraiment criminologique, on doute encore que ce soit véritablement une mafia. Il est tout à fait probable qu'une fois qu'il aura été définitivement démantelé, il pourra renaître sous d'autres aspects, mais sa structure ne se poursuivra pas. Et alors, est-ce que ce système mafieux existe en France ? Alors, des systèmes de corruption à ce niveau ont existé, en tout cas dans notre histoire. Marseille, dans les années 30, c'était un système mafieux du type de celui qui est mis en valeur, mis en lumière par l'enquête Mafia Capitale. Et aujourd'hui, on a eu en France est-ce qu'il y a ce système mafieux en France ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de le dire de manière définitive parce que le système judiciaire français n'est pas tout à fait le même que le système judiciaire italien. Le parquet n'est pas indépendant en France et donc les affaires sont beaucoup plus difficiles à sortir. Mais on a quelques prémices, quelques indices qui laissent penser qu'il peut y avoir des systèmes de corruption de très haut niveau dans certaines régions françaises où certains élus sont par exemple mis en examen pour association de malfaiteurs. Plus largement, ce système mafieux existe-t-il en Europe ? Alors, il existe évidemment en Europe, dans la mesure où la mondialisation a permis de généraliser, de mondialiser des systèmes de corruption tels qu'ils existent en Italie ou aux États-Unis. Et on voit très bien, par exemple, récemment encore, il y a eu le démantèlement de systèmes mafieux en Espagne qui mettait vraiment en scène à la fois des autorités locales et là, pour le coup, des organisations criminelles venant directement d'Italie et en particulier venant de la Camorra napolitaine. Jacques de Saint-Victor, merci. Merci. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur d'une enquête donc sur la mafia intitulée « Un pouvoir invisible » et parue chez Gallimard. Une interview que vous pouvez revoir dans son intégralité, tout comme l'émission d'ailleurs, sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Je vous emmène maintenant en Espagne à la rencontre d'un jeune homme de 36 ans qui est en train de bousculer l'échiquier politique. Pablo Iglesias est à la tête du parti baptisé Podemos, nous pouvons en français, un parti d'extrême gauche qui dépasse le Parti socialiste dans les sondages. Il a pour origine le mouvement des indignés qui avait fait beaucoup de bruit en Espagne, c'était il y a 3 ans.
À chacune de ces apparitions, toute la presse espagnole se précipite désormais. Voici Pablo Iglesias, l'homme qui bouscule l'échiquier politique du pays. Un prof de sciences politiques de 36 ans, au look décontracté, inconnu il y a encore un an. Aujourd'hui, son parti antilibéral Podemos devance les socialistes dans les sondages. Podemos, c'est la continuité politique des indignés qui ont secoué l'Espagne il y a 3 ans. Podemos, ça veut dire nous pouvons, et son chef a le sens de la formule. On n'atteint pas le ciel par le consensus, on le prend d'assaut. Pour parvenir au pouvoir, Podemos prend le contre-pied des autres partis. Le siège, c'est cet ancien entrepôt d'une ruelle de Madrid. Hola, bienvenida a Podemos. Ceux qui nous accueillent sont des étudiants. Une table, des cartons, des étagères où ils entreposent leurs affiches et leurs t-shirts. C'est tout ce dont ils ont besoin pour faire campagne. On n'a pas beaucoup de moyens et on refuse d'emprunter de l'argent aux banques. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir l'envie de faire de la politique différemment. Les militants de Podemos, les voici. Dans ce qu'ils appellent un cercle de discussion. La démocratie participative, c'est la base de leur succès. Dans la salle, des ouvriers, des chômeurs, étouffés par la crise et écœurés par les scandales de corruption qui ont éclaboussé les partis traditionnels. Podemos fait de la politique par le bas, en s'appuyant sur les vrais gens, pas seulement avec la caste d'en haut qui décide pour les autres, sans leur demander leur opinion. Les politiques aujourd'hui, ce sont tous des voleurs. Des voleurs avec un V majuscule. À Podemos, ce qu'on veut, c'est les mettre dehors. Très anticapitaliste, le parti réclame une hausse de la taxation des plus riches. Il voudrait aussi instaurer les 35 heures. Il abandonne en revanche l'une de ses propositions les plus radicales, le non-remboursement de la dette espagnole. Oubliez aussi l'idée de sortir l'Espagne de l'OTAN, l'apprentissage du pragmatisme. Le plus dur commence désormais pour les dirigeants de Podemos, bâtir un programme économique et politique viable. Ils ont 1 an avant les prochaines élections législatives. Il est également question d'élections en Tunisie. La campagne officielle a débuté cette semaine pour le second tour de l'élection présidentielle et il opposera le 21 décembre prochain le président sortant Moncef Marzouki au chef du parti anti-islamiste Nida à Tounes, Beji Caïd Essebsi. Les Tunisiens résidant à l'étranger voteront les 19, 20 et 21 décembre prochains. On traverse la frontière pour se retrouver dans la Casbah d'Alger. Ce quartier historique, qui comprend la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, est en pleine rénovation. Il faut dire que derrière les murs décrépits se cachent des joyaux architecturaux. Pour l'heure, plusieurs habitations doivent encore être rénovées. Il y a urgence et des familles entières vivent encore dans des conditions déplorables. Dans les rues de la Casbah, c'est un reportage de nos confrères du magazine Méditerranéo. Un champ de ruines et un travail de titan. Avec des pelles et des sacs, ces ouvriers déblaient sans relâche. Ici s'élevait une maison typique de la Casbah d'Alger, emportée par les ravages du temps. Ils veulent la reconstruire car le propriétaire compte y revenir. Les maisons sont restées longtemps vides et avec les infiltrations d'eau, elles se sont effondrées. Actuellement, plus de 300 maisons de la Casbah bénéficient de ce genre de mesures. Il y a des travaux de restauration, de réhabilitation, et là, ce sont surtout des travaux d'urgence, donc qui permettent tout simplement de colmater un peu les brèches, les fissures. Omar Hachi est un fin connaisseur du quartier. Il est à l'origine du classement par l'UNESCO en 1992 de cette médina, la vieille ville d'Alger. Il y a un projet de restauration de l'ensemble de la médina. Pour le moment, on a essayé un peu de réhabiliter ces lieux en attendant qu'un jour on prenne une décision finale. Car petit à petit, la Casbah tombe en ruine, malgré un plan de sauvegarde lancé par l'État à la fin des années 90. Wahid Belil, qui est né dans le quartier, tient à nous montrer le côté obscur de la Casbah. Cette bâtisse fait partie de la centaine de maisons classées rouges, insalubres, dangereuses, inhabitables. Pourtant, 11 familles vivent ici. Cette femme habite depuis plus de 60 ans, un rez-de-chaussée miné par l'humidité.
Les autorités sont venues 1000 fois. Les escaliers se sont effondrés après le tremblement de terre de 1970. Ils colmatent, mais ils n'ont rien fait de concret. Les eaux usées des étages s'écoulent dans le hall d'entrée. Pourtant, ce genre de maison attire les squatteurs qui espèrent que pour les sortir de là, le gouvernement les relogera. 10 000 appartements décents ont été ainsi attribués aux habitants de la Casbah depuis l'indépendance de l'Algérie. Regarde les enfants de la Casbah. Il y a une fille qui se dort ici, elle a 35 ans. Elle se dort ici, regarde. J'ai peur, je ne peux pas descendre. Parce que je marche avec 15 ans. J'ai peur des escaliers, je reste à la maison. Toujours à la maison. Même le mosquée, je ne vais pas. Dieu, et Bouteflika, Inch'Allah, me donne logement. Dans cet autre immeuble, la rénovation a débuté. Les finitions sont à la charge des habitants, mais c'est le ministère de la Culture qui finance le gros œuvre. Le plan de sauvegarde de la Casbah prévoit la réhabilitation de plus de 700 maisons, dans le respect des traditions. Akli Amrouche, architecte et urbaniste, suit de près l'évolution des travaux pour le compte de la revue spécialisée qu'il dirige. Il faut utiliser la chaux, des matériaux, le bois, refaire un peu à l'identique. C'est ça l'objectif. Et réparer les fissurations, les problèmes structurels aussi. C'est pas toujours évident. Et puis le problème, c'est qu'on n'a pas assez de spécialistes. Voici ce que peut donner une restauration menée à bien dans l'une des demeures historiques du quartier, organisée sur plusieurs étages, autour d'un vaste patio, comme le veut la tradition. Une tradition aux racines très profondes. Il n'y a pas de raison que cette ville disparaisse. Ce n'est pas logique. Elle est là depuis, non pas comme on le pense depuis quelques siècles, mais les traces archéologiques révèlent qu'elle est là depuis le 8e, 7e siècle avant l'ère chrétienne. La Casbah a compté jusqu'à 90 000 habitants. Quartier populaire, quartier rebelle, elle a abrité et caché de nombreux combattants pour l'indépendance du pays. Ses ruelles et ses façades ont contribué au surnom de la ville, Alger la Blanche, aux côtés des édifices construits par les colons, comme par exemple la Grande Poste. Pour retrouver les fastes d'antan, la capitale s'est muée en un immense chantier. Même la mairie disparaît derrière les échafaudages. Des travaux partout, de ravalement, mais aussi d'aménagement, de restructuration. L'un des objectifs est de tourner Alger vers la Méditerranée, en centre-ville, mais aussi dans les faubourgs. Ici, ce sont plus de 3 km de littoral en cours d'aménagement. Grande mosquée, musée, mais aussi équipements sportifs et de loisirs. Le nouveau visage de la capitale devrait se dessiner à l'horizon 2030. Et au total, pas moins de 700 maisons doivent encore être rénovées à la Casbah d'Alger. L'image de la semaine, ou plutôt le son de la semaine, c'est celui-ci. 42 coups de canon retentissent mercredi dans le ciel monégasque. Des coups de canon traditionnels pour accueillir les naissances princières de Gabriella et Jacques, les jumeaux de la princesse Charlène et du prince Albert. Les habitants de Monaco auront le loisir de célébrer cette naissance et de profiter de l'annonce grâce à un jour férié qui doit être décrété. Et juste le temps pour moi de vous donner rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, en janvier. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe du Journal de la Méditerranée se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes.